Chers amis, bonsoir, je suis Coach Greb, c'est un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau de Finance TV. Aujourd'hui, nous avons un thème très alléchant. Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir un couple, comme je dis, expérimenté dans un domaine que je vais tout à l'heure annoncer. Nous avons le couple Kiazogani qui vient donc ce soir partager l'expérience avec nous. Et donc, en tout cas, je suis très heureux de vous dire que ce soir, vous serez régalés. Vous êtes régalés et prenez donc prenez note parce que nous allons aller dans une école. Ça s'appelle l'école de la formation en mariage. Bonsoir, monsieur et madame Kiazogani, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonsoir, Coach Greb. Wow, c'est ça fait plaisir de vous recevoir. Et ce soir, nous allons tous aller parler un petit peu, vous présenter à notre public. Et puis, après ça, on va commencer à aller en plein dans le sujet. Alors, on va commencer avec madame. Oui. Moi, je suis... Bonsoir d'abord. Merci pour la parole. Je suis Janine Longby. C'est le nom... Longby, c'est le nom de mon père. Oui. Mais comme j'ai pris le nom de mon époux, on m'appelle Janine Kianzongani. Absolument. Oui. Nous sommes mariés depuis... Nous nous sommes mariés depuis... 88. Oui. 88, oui. Wow. Chez les Français, ils disent... 88. Oui, 88. Wow. Les Belges et les Français. C'est Chez ça. les Français? Non, Ouais. c'est 88. 88. C'est Ah oui. 98, mais 88. 88. Ah oui? Oui. Ok, d'accord. Oui. Ah, donc, 88, c'est ça? Oui, ça fait maintenant 35 ans que nous sommes ensemble. Alors, vous voulez dire... Donc, c'est pas 98, hein, c'est Ah, non, 88. 88. Ok, d'accord. 88. Voilà, absolument. Et alors, oui? Moi, je Présentez-vous. suis Emmanuel Kianzongani. J'aurai bientôt, dans 3 mois, j'aurai 70 ans. Dans 3 mois seulement. Dans 3 mois. Au mois de mars. Au mois de On est mars. né dans le même mois. Ah ouais. Bah oui, bien sûr. Voilà. Au mois de mars, j'aurai 70 ans. 70 ans. Je suis Wow. Emmanuel Kianzongani. Je suis retraité. Parce Oui. que j'ai travaillé beaucoup. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Absolument. À 65 ans, j'ai été retraité et Wow. je suis venu aux États-Unis. Wow. Alors, dites-moi, le secret, parce qu'il y a beaucoup de secrets que vous détenez. Quelqu'un qui a 70 ans, qui n'a pas de cheveux blancs sur la peau, sur les cheveux, je ne comprends pas ça. Comment ça s'est fait ça? Oh, c'est sûrement naturel, hein? C'est tout à fait naturel. Hein? Wow. Et je crois c'est- que vous avez pris les bons jeunes parce que... C'est des gènes, c'est des gènes. Wow. Oui, c'est des gènes. Parce que, ce sont des gènes. Mon père est mort à 104 ans. 104 ans. Oui. Mais son Wow. grand-père est mort à 105 ans. Ce n'est pas vrai. C'est oui. vrai. Et il était très fort. Wow. Donc, vous avez des gens qui vivent très longtemps Exactement. dans votre lignée. Oui. Et ça veut dire que vous avez encore beaucoup d'années à vivre. Amen. C'est une joie à Inch'Allah. savoir. Amen. Mais alors, aujourd'hui, il y a un thème qui nous tient à cœur qui s'appelle donc le pouvoir de deux. Le pouvoir de deux. Et le sous-thème, c'est les habitudes, les bonnes habitudes des couples prospères. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été invité, parce que vous venez de célébrer 35 ans de mariage. Alors, avant qu'on ne parle de cela, 35 ans de mariage. Oui. 35 ans. 35 ans. Vous avez passé 35 ans de mariage ensemble, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se tenir la main pour 2 ans. Quand je vous vois encore, vous souriez l'un à l'autre, c'est comme si vous venez de vous rencontrer. Là, ça c'est vrai. Tout le monde le dit. Et c'est vrai aussi parce que quand je le vois comme si on s'était vu seulement hier. Ah, waouh! Ça, c'est la magie. Oui. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de secrets. Le secret, c'est d'abord Dieu. Le secret, c'est Dieu, parce que tout ce que nous faisons dans le mariage, tout ce que doivent faire les hommes ou les femmes dans le mariage se trouve dans la Bible. Dans la Bible. Alors, il faut être quelqu'un qui accepte la Bible. D'ailleurs, ne pas suivre ce que dit la Bible, c'est déjà une désobéissance. Et le péché est défini comme une désobéissance. Dès lors qu'on intériorise le fait qu'on ne doit pas désobéir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pécher, et qu'on croit en une vie
glorieuse après la mort, eh bien, on va marcher suivant les prescrits de la Bible. Absolument. Alors, c'est vraiment intéressant à savoir parce que c'est ça qu'on veut parler. Quand on parle de secret, en réalité, c'est dire quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait. Et comme je le dis, le thème est les bonnes habitudes des couples prospères, nous allons donc essayer, dans cette émission, d'enseigner. Les jeunes gens qui vous regardent, vos petits-enfants qui vous regardent, les jeunes qui viennent de se marier, qui voudraient rester ensemble pour beaucoup d'années, pourquoi pas jusqu'à la fin de leur vie ensemble. C'est le rêve de tout le monde, mais malheureusement, selon les statistiques aux États-Unis, déjà à l'âge de 40 ans, même moins, beaucoup de couples, déjà la moitié des couples ont divorcé déjà pour une raison ou une autre. Alors, bonsoir encore. Bonsoir. Vous êtes donc marié depuis 35 ans. Oui. Parlez-nous un peu de ce que vous avez fait pour la célébration. Qu'est-ce que vous avez fait? De 35 ans, bon, comme on est venu ici aux États-Unis, des habitudes sont différentes par rapport à notre pays. Oui. Bon, on avait célébré à l'église parce que c'est là qu'on a la grande famille ici. On avait amené un petit rien, on a partagé avec nos frères et sœurs de l'église et le pasteur avait prié pour nous. Après, c'est là, on était parti au restaurant en deux. Je n'avais pas oublié ça. C'est comme ça. Bon, c'était ça, notre journée. C'était seulement avant-hier, là, le dimanche. C'était le 17 décembre. Absolument. En tout cas, le 17 décembre, vous avez célébré vos 35 ans de mariage. Vous êtes marié un 17 décembre? Yes. Le 17 décembre. Wow. Donc 35 ans de mariage. Alors, on va commencer tout de suite. Quel est, chez vous, le premier secret de votre mariage? Qu'est-ce qui vous a tenu jusqu'à aujourd'hui? Quel est le secret, le premier secret? Bon, je vais d'abord dire ceci. Parce que je pense que les mariages se dissolvent à cause de 5 ignorances. 5 ignorances. 5 ignorances. Se connaître soi-même. L'homme doit se connaître soi-même. La femme doit se connaître soi-même. Ensuite, l'homme doit connaître sa femme. Troisième ignorance. Comme on ne le sait pas, c'est une ignorance. La femme doit connaître l'homme. Et les deux doivent savoir pourquoi on s'est marié. Donc, il y a 5 ignorances voilà, qui sous-tendent un bon mariage. Savoir pourquoi on s'est marié. Donc, se connaître, connaître l'autre. Donc, en fait, l'homme doit se connaître. Connaître lui-même, voilà. Doit se connaître, c'est très, très important. La femme doit se connaître. La femme doit connaître son mari. Voilà. Et le mari doit connaître sa femme. Voilà. Et puis, il y a le but du mariage. Pourquoi on se marie? Le pourquoi. Et voilà là où intervient le dialogue. Parce qu'on souligne souvent, on parle beaucoup du dialogue, on souligne souvent le dialogue qui ne doit pas manquer dans le couple. Ce dialogue-là, c'est quoi? C'est quand on se connaît, on transmet à l'autre ce qu'on connaît. Je suis. Moi, je transmets à ma femme ce que je suis. Mais pour bien le transmettre, je dois me connaître moi-même. Absolument. Elle aussi, dans nos conversations, doit me transmettre ce qu'elle est. Mais pour cela, elle doit se connaître. Et ça se fait au cours d'un dialogue. Le dialogue doit être permanent. Au point où, quand quelque chose peut aller mal, la femme peut se dire, je le connais. Il m'a déjà dit qu'il est comme ça, et comme je le connais, je ne vais pas très loin. Alors. Et il en est de même pour l'homme. Alors, en dehors de ça, il y a le respect. Quand on se connaît, quand on dialogue, qu'on se connaît, qu'on transmet à l'autre ce qu'on est, et qu'on dialogue, qu'en dehors de ça, en dehors de ce dialogue-là, ça va amener le respect. Et le respect, là, renforce l'amour.
Le respect l'un de l'autre. Le respect de l'un de l'autre renforce l'amour. Voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé que les couples qui se séparent mettent d'abord en premier lieu l'amour, le coup de flamme, le coup comment on appelle ça encore? Coup de foudre. Coup de foudre. Le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quoi? Même dans la nature, le coup de foudre, c'est quelque chose de paf. Qui s'en Et va. puis, ça s'en va. Mais ce qu'on appelle flamme de l'amour s'entretient. Et la flamme de l'amour s'entretient avec quoi? Avec le feu. Ce feu-là, c'est le respect, c'est le dialogue, C'est l'amour. et puis, c'est l'amour. Et Alors, c'est là, en bref, le secret. J'espère que vous prenez note parce que là, je crois que je viens d'apprendre quelque chose. Donc, pour pouvoir avoir un long mariage, l'une des premières choses, les 3 premières choses qu'il faut faire, c'est d'abord avoir un dialogue, Un dialogue, savoir respecter l'autre, l'autre, savoir communiquer à l'autre qui on est, qui on est, et en retour, savoir de l'autre qu'est-ce que l'autre est. et voilà. Alors, prenons votre cas. Prenons votre cas. On va tout de suite aller en arrière. Hein? Voilà. Comment ça a commencé? Qui a connu l'autre? Comment est-ce que vous avez rencontré? Et comment est-ce que ces définitions dont vous parlez s'est appliquée à votre cas? Nous, bon, on s'est connus au travail, dans leur travail. Dans le même travail? Non, on ne travaille pas ensemble. Et puis, nos chemins, ça ne pouvait jamais se rencontrer. Ah oui? Mais avec la grâce que vous de voulez dire? Dieu. Oui! Parce que là où moi je travaillais, Oui, oui. je partais jamais dans son travail. Là où lui il travaillait, il ne passait jamais devant mon travail pour Oui. qu'on se voie. Voilà. En Mais- fait, nos voies étaient parallèles. Hmm. Hein, là où j'habitais, par rapport à là où je travaillais, je ne pouvais pas la rencontrer. Elle aussi, là où elle habitait, par rapport à là où elle travaillait, on ne pouvait pas se rencontrer. Alors, expliquez-moi, je veux savoir comment ça s'est passé alors. Donc maintenant, Oui. bon, elle peut continuer, mais je continue. C'est la seule Oh, fois. regarde. Bon, je vais continuer. Ok. Là où je travaillais, j'étais dans une entreprise qui produit du sucre. Une industrie du sucre. J'étais dans un bureau de représentation à Kinshasa. Oui. Mais l'usine se trouve à 200 km à Kulungongo. 200 km, enfin plus ou moins. Ah, je voulais dire, vous êtes au Congo. On parle Nous sommes du au Congo. Nous sommes au Congo. à Kinshasa. Congo-Kinshasa, exactement. Alors, elle venait, parfois, sa maman était une commerçante qui achetait le sucre. Mais le service commercial était en bas. Moi, mon bureau était à l'étage. Normalement, il n'y avait pas de raison. Moi, là où je travaillais, je n'avais pas à recevoir des clients, ni des clientes. Rien. J'étais à la direction générale. À la direction générale de la représentation, si vous voulez. À la direction de la représentation. Et ce jour-là, on l'a envoyé chez mon patron. Son patron l'a envoyé voir mon patron. Et elle travaillait dans une autre entreprise. Une autre entreprise. En dehors de... En dehors de nous. Ok. J'étais Et- secrétaire. Elle était secrétaire là-bas. Mais son patron était aussi en relation d'affaires avec la direction où je travaillais. Absolument. Et on l'a envoyé déposer un courrier. Mais qui devrait être déposé à main propre à mon patron. Ok. Mais il faut, j'ai fait machine arrière. Oui. Ce jour-là, il avait beaucoup plu, abondamment plu. Et on sait, dans nos pays africains, quand il pleut, c'est parfois une occasion pour ne pas aller travailler. C'est parce que le transport devient difficile, Absolument. les routes sont difficiles, il y a la boue à gauche, à droite. Voilà. Donc, bref, elle avait décidé de ne pas aller travailler. Il avait plu. Mais cette enveloppe devrait venir chez nous. Alors son patron a envoyé son chauffeur aller la chercher. Oui. Elle a refusé. Elle a refusé d'y aller. Elle a refusé. Le chauffeur est rentré, le patron l'a renvoyé pour dire va me la chercher telle qu'elle est, elle doit Vous venir. avez dit non à votre patron? Non, je n'avais pas dit. Non, j'avais coopéré avec, Disons, avec mon collègue, bon, le elle avait- chauffeur, quoi. Ah. Bon, refuser, c'est-à-dire elle a usé de diplomatie Absolument. pour ne pas y aller. Parce que ce jour-là, elle s'était dit que ça serait mon jour pour aller me faire arranger. Vous connaissez les femmes, hein? Absolument. Les cheveux, donc c'est une occasion pour moi, je vais me faire
me faire faire une coiffure autre que celle que j'ai. Et donc voilà, on est reparti la chercher. Elle est allée de guerre lasse, contre son gré, de manière bizarre. Elle était on dit babouche. Oui. Yes. Elle ne s'était même pas du tout maquillée, rien du tout. Pour quelqu'un qui va rencontrer le prince charmant. Non, elle ne savait pas. Non, je ne savais pas. Je sais. J'ai dit, Mais, Dieu mais fait des justement, choses. Je sais. Donc voilà, elle arrive là-bas, on lui dit, bon, va déposer cette enveloppe qui doit être remise à main propre à monsieur Untel, qui était le secrétaire général à l'époque du groupe. Et moi, j'étais au secrétariat du secrétaire général. J'étais le secrétaire administratif. Alors, elle arrive, mon patron était occupé. Alors, on lui dit d'attendre dans mon bureau à moi. Et on commençait à parler. De tout et de Mais rien. de tout et de rien. Il y avait... Je n'avais aucune idée. Mais aucune idée. Pas du tout. On a parlé. Et puis après, on l'a appelée. Elle a remis son enveloppe. Et puis en repartant, elle m'a salué. Mais pendant qu'on a parlé, avant qu'elle ne soit appelée dans le bureau de mon patron, je lui avais dit, c'était au mois de mars, hein, c'était au mois de mars 88. Mois de mars 88. Début mars. C'était vers le 2, le 3, quelque chose de ce genre-là. Et je lui avais dit, en parlant, en partageant, j'ai dit, ah ben bientôt, ça sera mon anniversaire. Et puis, en repartant, elle m'a dit, bon, au revoir et tout ça. Elle est partie. Et moi, je n'avais aucune idée. Aucune idée. Waouh. Donc ça, c'était la première rencontre. C'était la première rencontre. Alors, on dit que les femmes n'oublient pas. Alors, est-ce qu'on peut poser une petite question? Bien sûr que oui. Quelle était la date? La date, c'était le 3. C'était le 3 mars que j'étais partie à la compagnie sucrière de Konongogo. Est-ce que c'était le 3 mars, monsieur? Ah oui. Je vous ai dit, hein, le 2 et le 3. Les femmes... J'ai parlé les 2 et les 3. C'était début. Ok, d'accord. Alors, donc, c'est là que vous êtes rencontrés. Ça, c'était juste la prise de contact. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après, c'est moi, le 9 mars, C'est le jour de mon anniversaire. Oui. je l'ai appelé. J'ai dit, ah, tu m'avais dit que ton anniversaire, c'est le 9 mars. Tu étais gentil, tu m'avais bien accueilli. Je te souhaite bon anniversaire. Et lui me dira, oh, ça s'arrête seulement au téléphone de bon anniversaire. Est-ce qu'on peut se voir? On peut se revoir encore? Je lui avais dit, oh non, pas aujourd'hui parce que j'ai d'autres courses à faire. Ah, les femmes... Pourquoi ça ne va pas aller tout droit comme ça d'abord? Les Non, femmes... mais, Non, écoutez, le vrai problème, c'est que, vous savez, j'avais une petite position déjà. Là où je travaillais, je ne voulais pas donner l'impression de quelqu'un qui profite de sa position parce que c'est comme si je draguais, je courtisais toutes les femmes qui passaient par là. C'est ça, ça c'est pas une bonne... Non, et puis ce n'était pas mon genre. Absolument. Et puis je ne voulais pas donner cette impression-là. Alors, Mais il faut se dire que quand on a parlé et que c'est arrivé à la date du 9, quand elle me dit bon anniversaire, j'ai dit c'est un signe de bonne éducation. Pour une personne qui ne m'a rencontré qu'une seule fois et qui m'appelle pour dire bon anniversaire, absolument. j'ai dit ça c'est déjà un signe, un petit signe. Et ça commençait à trotter dans mon esprit. Voilà. Et après... Donc, ce geste de gentillesse, c'était le déclic. C'était le déclic. Okay. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on s'est parlé toujours de tout et de rien. On était partis au restaurant, mais on a parlé de tout et de rien. Et comme il appelait souvent là, et un jour, on m'avait envoyé à l'aéroport à mon patron, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, peut-être tu vas appeler ou bien peut-être tu vas me chercher. Je ne suis pas là, je pars à l'aéroport. Et à lui de continuer. Non, ça aussi, c'était quelque chose qui m'a marqué. Oui. Il n'y avait pas de raison pour qu'elle me dise
qu'elle va à l'aéroport. Parce que c'était dans le cadre de son travail. Donc, elle n'avait pas à se justifier auprès de moi pour ses courses. Mais quand elle me dit, non, c'est toujours bon que tu saches où je suis. Parce que si on t'apprend que j'étais à l'aéroport, alors que je suis censé être à mon bureau, ça ne passe pas bien. Et c'était l'intention? C'était le but de l'appel? Oui, c'était le but de l'appel. C'était le but de l'appel. Et pourquoi est-ce qu'il fallait lui dire ça? Non, parce qu'il appelait souvent, il pouvait aussi passer à mon bureau. Il faut dire, il y a une précision de taille. Oui. On n'avait pas de téléphone portable. C'est vrai. Oui, oui. On appelait par des téléphone téléphones fixes. Voilà, Donc je pouvais appeler à son bureau qu'elle n'est pas là. Oui. Parce que c'était les téléphones fixes. Je pense que si elle était... on avait les portables à cette époque, elle pouvait me le dire, ou elle pouvait ne pas me le dire, mais si je l'avais appelée, je l'aurais eu. Elle pouvait me dire, en ce moment-ci, je suis à l'aéroport. Okay. Mais comme elle quittait son poste et que ça pouvait sonner longtemps, qu'elle n'est pas là, ça pouvait... Ça pourrait sembler bizarre. Alors, la question que je veux rapidement poser, est-ce que... Et ça durait déjà combien de temps? Est-ce qu'entre-temps, est-ce que vous aviez déjà senti quelque chose se développer dans vos cœurs, dans les sentiments commençaient déjà à se développer ou non? Oui, je sentais que ce monsieur, il s'approche, et mon cœur a commencé à battre petit à petit. Petit à petit. Alors, donnez-moi, qu'est-ce qui a commencé ce déclic? Qu'est-ce qui a fait que le cœur a commencé à battre? Qu'est-ce qui vous plaisait en lui et vice-versa? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pensé à cela? Donc, quand on parlait, on a fait comme si on se connaissait depuis. Ah oui? Oui, parce que même notre mariage, les gens étaient étonnés. On s'est rencontrés au mois de mars et on s'est mariés au mois de décembre, 9 mois après. 9 mois. Waouh! Oui. Donc, en fait, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours pensé que c'est Dieu qui a voulu de ce mariage, de cette rencontre. Ok. Parce que le hasard chez Dieu n'existe pas. Absolument. Et moi, j'ai demandé déjà au Seigneur de me donner une femme. Donc, à partir du moment où je commençais à petit la fréquenter, je découvrais des qualités en elle. Oh, c'est pas. Des qualités que j'aime chez une femme, que moi-même je n'ai pas. Elle est très extérieure, enfin, elle extériorise ses sentiments. Extravertie. Elle est très extravertie, voilà. Moi, je suis un tout petit peu introverti. Oui. Mais tout en étant introverti, comme la vie nous l'enseigne, les deux pôles de même signe ne se rapprochent pas, C'est ça. se repoussent. Donc, quelque part, la façon qu'elle a été extravertie, très gentille, m'a poussé à me dire, ça, c'est une fille à explorer. Alors, mais quand on a commencé à se rencontrer, c'est comme si on était des vieux amis. Donc déjà, ça a commencé par l'amitié. Oui, ça a commencé par l'amitié. Oui. Alors, c'est pourquoi je demandais, qu'est-ce qui a créé cette amitié? Parce que l'amitié, on choisit. Qu'est-ce qui vous plaisait? Vous avez dit que c'est sa nature, mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous attirez chez lui, madame? Bon, il est beau, hein? Il est très beau. Mignon. Oui. Et deux, sa façon de parler. Vraiment, quand on causait, je sentais que c'était un monsieur mûr, un monsieur sage. Et il a la crainte, il avait, bon, jusqu'à aujourd'hui, il a la crainte de Dieu. Oui. Ça m'étiquait un peu. C'était ça. Alors, ça a duré combien de temps pour que la grande question sorte? Comment est-ce que ça s'est passé? La grande question, où on se met à genoux, c'est comment? Non, lui, non, il ne s'est pas mis à genoux, hein? Non, mais aussi, il faut dire que c'est la mode actuelle, hein, mais à notre époque, ça n'existait pas. Ah ben, bien sûr. En tout cas, alors, comment ça s'est passé alors? Non, moi, je ne suis pas allé par 4 chemins. Ah oui? En se fréquentant, j'ai dit, bon, écoute, moi, j'ai de bonnes intentions pour toi. Que dois-je faire pour que je puisse aller
dans ta Tes famille, parents. Voilà, les parents. tes parents, pour officialiser ce qui nous unit maintenant. Parce qu'en ce moment-là, l'amitié avait fortement grandi. Et quand on ne se voyait pas, on sentait un vide. Wow. Et quand on se voyait, c'est comme si nous nous étions connus déjà des années plus tard, des années avant. Wow. Donc moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller Devant droit les au parents. but? Et chacun d'entre vous était dégagé, en libre. Ah oui, bien sûr. Oui, hein, oui. Nous étions dégagés, libres de tout notre Absolument. mouvement. Et elle m'a dit, elle me l'a dit, elle m'a dit, non, tu peux écrire. Parce que, il faut ajouter une chose. Hein. J'allais chez elle. Elle m'avait dit, tu viens. Moi, je ne vais pas continuer à aller manger avec toi au restaurant, qu'on se puisse se rencontrer dans des coins. Non, tu dois venir chez nous. Ça aussi, ça m'a frappé. Ce n'est pas le genre de fille avec qui tu sors. Les parents ne savent même les pas. parents ne savent pas. Donc, elle m'a obligé d'aller chez elle. Et je suis allé chez elle, alors que je suis par nature introverti, je dirais même un tout petit peu timide, mais je n'ai pas hésité d'aller chez elle. Je suis allé chez elle et l'accueil a été bon. Les parents. J'avais déjà parlé avec mon père. Mon père était un homme dur, mais quand je lui ai parlé, il était là, il m'a dit, bon, je préfère qu'il vienne aussi. C'est une bonne idée, oui. Et mon père m'a encouragé. Je lui ai dit, après, il m'a demandé, bon, comment on fait chez vous si on veut officialiser? J'ai dit, bon, je vais poser la question à mon père, je te dis. Et les cultures sont différentes chez vous? Ouais. Les cultures sont différentes, quand même. Ok. Et après, mon père m'a autorisé. Je lui ai dit, bon, tu peux écrire. Tu sais comment on fait, on écrit, on met quelque chose dans l'enveloppe. On écrit chez vous? Oui, Chez oui. nous, Comment ça se passe? On écrit comment? Chez les on parents. écrit comme quoi, bon, moi, je suis un tel. Ah oui? Vous écrivez comme ça? Oui, 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 on écrit. Oui. C'est une lettre d'intention, si vous voulez. Et ça se passe dans toutes les tribus congolaises, je veux dire? Oui, quand même, oui, normalement. c'est assez On écrit une lettre? généralisé. On écrit une lettre Oui, aux parents? aux parents de la fille. Ah oui? On s'est dit, bon, moi, je suis un tel, en tout cas, j'ai rencontré votre fille et je voudrais devenir son mari. Et je viens avec ma famille me présenter à vous. Wow. Voilà. Maintenant, en réponse, sa famille écrit pour dire, oui, si vous voulez venir, pour manifester vos intentions, vos bonnes intentions, vous devez amener ça. Mais c'est des trucs basiques, rien du tout. Hein. Et ça s'appelle quoi? C'est la dot déjà? La prédot. La Ça, c'est prédote. la prédote. La prédot. Ah. Il y a Mais la prédote c'est- et la dot encore. Oui, Oui, il y a la oui, dot. chez nous, c'est comme ça. Il y a la prédot. Mais c'est basique. Il y a des petites choses de rien du tout. C'est que hein. quoi? Vous donnez quoi? Bon, quelques casiers de bière, ouais? des sucreries. Oui, bon. C'était encore quoi, je ne sais même plus. Hein. Et la, Non. à la lettre, Quand j'ai écrit, j'ai mis l'argent dedans. c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, on met un peu d'argent dedans. Bon, maintenant, tout dépend de la valeur que vous accordez à votre épouse, à celle que vous voulez comme épouse. Oui. Vous ne pouvez pas mettre un billet de $10. Et chez vous, là, vous utilisez le dollar, c'est ça, non? Non, mais Non, effectivement, non, même par à rapport au l'époque, franc, non, par rapport même à- l'équivalent. voilà. Oui, je veux dire, Maintenant, mais je ne sais plus voilà. combien c'était, Voilà. mais on doit donner quelque chose de plus ou moins consistant pour donner de la valeur à ce qu'on veut exactement. Wow. On y va avec un peu de boisson. Et je crois une bouteille de whisky aussi, enfin une bouteille de vin, quelque chose comme ça. Whisky, Alors, donc, donc, quand vous avez dépassé cette étape, vous êtes allé au mariage. Oui. Oui, le mariage, comment ça s'est passé? Et puis, c'était il y a eu, grandiose. ça c'était au mois de juin. Oui. C'était au mois de juin. Et on commençait à quand on se présente comme ça, qu'on a fini avec cette étape de prédote, dans l'entretemps, dans les conversations entre deux familles, la famille, ma famille à moi, la famille du préposé, Oui. la famille du fiancé, de l'homme, demande officiellement la liste de la dot. La liste. Oui, 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 chez c'est nous, une c'est liste. comme ça. Oui, C'est oui. une liste. C'est On doit- cher.
Ah Non, oui. tout dépend, hein, tout dépend, mais ça va quand Ah oui, même. parce que j'ai aussi appris que, bon, chez nous, c'est pas comme ça, c'est pas aussi difficile, mais dans d'autres contrées telles qu'au Kenya, pour se marier, il paraît que... Alors, Ah, je il ne sais faut pas une vache comment c'est et au des- Congo, hein? Non, 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 mais Ça bon, ça dépend dépend des des familles. cultures. Ça Ah dépend oui. des familles Et aussi, des parce que cultures. culture, oui, mais famille aussi. Ok. Alors là, dans l'entretemps, donc ma famille a demandé qu'est-ce qu'il faut pour qu'on vienne doter, pour qu'on vienne faire un mariage Coutumier. coutumier chez vous. Et dans l'entretemps, on leur dit, bon, on va se préparer. Donc, dans l'entretemps, on nous envoie une lettre. Donc, dans la lettre, on dit, bon, voici ce qu'il nous faut pour le mariage coutumier. Côté Il y a paternel. côté paternel, il y a ça, et côté maternel, il y a ceci. Wow. Voilà. Et on vous donne le temps de vous préparer. Bon, il y en a qui mettent 2 ans pour se préparer, d'autres... Moi, ça m'a pris quelques mois. Ah oui, parce que vous aviez les moyens de le faire. Mais si moi, Oui, je suis un jeune non, que j'ai pas d'argent, non. ça me met 2 ans. Parce que, C'est ça aussi. Et vous avez... Vous savez, quand on a de bonnes intentions Absolument. et qu'on le demande au Seigneur, Il ouvre. Dieu, il ouvre les portes. Absolument. Parce que les moyens, j'en avais peut-être, mais au moment où on s'est rencontrés, j'ai traversé une mauvaise passe financière. J'étais au creux. C'est ça. Mais dès lors que j'ai commencé à la fréquenter, ma situation a aussi... Un ange entre Ah dans votre vie. oui. Un ange entre dans votre vie. Ben alors, s'est amélioré. C'est parfait. Alors, comme l'émission, ça parle aux autres, et on parle des habitudes, des bonnes habitudes, donc vous êtes mariés, vous êtes devenus un couple, vous avez déménagé chez lui, Oui, voilà, et oui. vous êtes restés ensemble. Oui, c'est ça. Alors, parlez-moi un petit peu. Quand on ne se connaît pas encore, c'est facile, c'est l'idylle, tout est beau. Mais maintenant, il faut vivre avec le gars ou la femme tous les jours maintenant. Et là, ça devient plus beau. Ça devient plus beau. Ah oui. Bien Alors, sûr que dites-moi oui. un petit peu. Au départ, vous l'aviez bien beaucoup aimé, n'est-ce pas? Mais quand vous vivez ensemble, il y a des choses que vous trouvez qui ne vous plaisent pas. Oui. Quelle est la première des choses qui ne vous a pas plu chez lui? Ça, j'ai oublié, hein, mais... Oh oui. Une fois, il était en colère Oui? et ça a pris du temps. Vous saviez qu'il était colérique? Enfin, il était colérique ou bien il était juste en colère? Bon, là, bon, je ne peux pas dire qu'il était colérique ou bien colérique, non, mais seulement, quand il y a un problème, il garde un peu, il garde ça, il ne dit pas, il est là calme, tout ça. Et moi, c'est pas mon genre. Donc, j'ai dit, mais moins de problèmes comme ça. Hein? Vous êtes ouverte, vous allez parler Oui, directement. oui. Mais lui, il garde ça dans le ventre. Oui, Alors, oui. revenons à l'aspect dont on avait parlé. On parlait de communication. Yeah. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, comme j'ai dit, moi je suis un tout petit peu introverti. Oui, oui. Donc, vous savez, quand on se marie, moi j'ai dit, on doit savoir pourquoi on se marie. C'est ça? Le pourquoi, là, je n'ai pas répondu à la question. La question, c'est quoi? On se marie pour d'abord faire grandir l'amour qu'il y a en vous, Oui. en se mettant ensemble. Ce n'est qu'après qu'on peut dire aussi fonder une famille. Mais fonder une famille, on peut fonder une famille tout en étant à deux. Parce qu'en se mariant, on est déjà une Une famille, c'est ça? Maintenant, en se mariant, on se dit, puisqu'on doit faire grandir, j'ai parlé de respect. Donc, je ne sais pas si ce que je vais dire ne sera pas irrespectueux dans ma colère. Je préfère me taire. Je ne sais Mais pas. vous êtes quand même en colère. Non, bon, ça peut arriver pour l'une ou l'autre raison qu'on s'énerve. On ne demande pas à sa nature que je vais m'énerver. Voilà. C'est un sentiment qui est spontané. L'énervement vient spontanément. Et nous, après, on s'est dit, c'est quand même ma femme. Donc, pour faire grandir cet amour qu'il y a en nous, il y a des moments où je préfère me taire pour ne pas dire des choses qui vont la blesser encore. OK? Mais après, c'est là où on arrive à harmoniser. OK. Bon. Comment on est arrivé à harmoniser? Oui. Vers 3 heures du matin, je le réveille, je lui dis, mais monsieur,
Qu'est-ce qui ne va pas toute la journée? Parce qu'il avait un visage. Oui, c'est ça? et puis toute la journée, tu ne boudait. parlais pas, tu es là calme. Voilà. Moi, je n'aime pas comme ça. S'il y a un problème, on arrange dès le début et puis c'est fini. Alors, bon, je commence déjà à dire pardon. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui avais raison, bien c'est lui, je ne sais pas. Mais je lui demande pardon. Pardon, chérie, réveille-toi. Qu'est-ce que je fais? Pardonne-moi. Wow. Mais je ne veux pas qu'on soit... que tu sois comme ça ne m'arrange pas. Je ne t'ai pas connu comme ça. Voilà. Donc en réalité, c'est comme ça dans un couple. Hein? Et c'est le yin et le yang. Ce que l'autre n'a pas, ce que l'un n'a pas, l'autre a. Donc, vous n'êtes peut-être pas ouvert de cette façon, mais elle est ouverte, donc elle ne peut pas garder. Mais est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui? Ça continue, ça continue. En tout cas, ce que je veux dire, et ça, je m'adresse à tout le monde, surtout aux femmes. Oui. Vous savez, on ne s'énerve pas toujours pour ce qu'on a entendu. Oui. Mais on peut s'énerver pour la façon dont cela a été dit. OK. Pas ce qui a été dit, mais la façon, la manière. Et ça peut augmenter de l'énervement. Mais quand on aime sa femme, parfois on préfère ne rien dire, on va dormir. Bien qu'aujourd'hui, on se dit, et ça on transmet à tout le monde, on ne peut pas aller au lit sans qu'on ait arrangé. Mais généralement, elle, dans sa façon de faire, elle commence par demander pardon. Sans même savoir... Sans même savoir pourquoi. Parce qu'elle se dit, peut-être ai-je fait des choses qui ont débordé. Wow. Peut-être ai-je dit des choses qui n'ont pas plu. Au moment où je le disais, je ne le savais pas. Et quand une femme se met déjà comme ça à demander pardon, sans qu'il n'y ait eu un échange d'abord, l'homme, là où il est, il se sent plus ou moins confus. Absolument. On se sent confus. Et voilà, là où je vais en arriver, j'ai parlé de la Bible. Généralement, la Bible nous dit, femme, soyez soumise. Mais aussi à l'homme, on dit, aimez votre femme. C'est ça. Monsieur, aimez. Femme, soyez soumise. Mais je veux dire que ces deux choses-là vont de pair. Dieu est tellement merveilleux. Absolument. Que l'amour amène la soumission amène l'amour. Absolument. Les deux s'échangent. Voilà. C'est comme le pédale d'un vélo. Alors la question est que quand vous vous soumettez, comment vous vous sentez? Quand vous demandez pardon pour quelque chose dont vous ignorez vraiment l'origine, comment vous vous sentez? Et quelle est votre intention vraiment derrière cela? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes femmes qui se marient aujourd'hui et qui se disent, ah écoute, là, il s'énerve, moi, ce n'est pas mon problème, je reste dans mon coin? Non. Quand on s'aime, on ne peut pas avoir cette attitude-là. C'est très mauvais. Comment vous allez continuer s'il y a cette attitude-là? Non. Dans mon esprit, quand je fais ça, c'est pour qu'on continue dans l'harmonie. Parce qu'on s'est marié, ce n'est pas pour se chamailler, ce n'est pas pour divorcer, mais c'est pour avancer. Et moi, dans notre culture, je suis mariée, là on m'a éduqué que tu pars là-bas pas pour toi, c'est pour son plaisir. Alors il faut répéter ça d'abord. Ah oui. On vous a dit que quoi, que vous partez vous marier, pourquoi? Je dois me donner à lui en respectant, en marchant notre amour. Hein? C'est pour qu'on ne divorce pas, je dois d'abord faire son plaisir. Wow. Oui. C'est l'éducation que vous avez reçue. Oui. Par exemple, je dois dire ceci, que si mon mari n'aime pas de mini-robes, et que moi, chaque jour, je me mets des mini-robes, je ne fais pas plaisir à mon mari. Je l'énerve. Et alors, je sais que mon mari n'aime pas des mini-robes, donc je dois mettre quelque chose plus ample, plus... Donc, ça, ce n'est qu'un exemple, quoi. Donc, chez vous, on vous a éduqué que vous vivez pour faire plaisir à l'homme. Voilà.
Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre aux jeunes femmes qui disent, écoute, ici, on est dans le monde moderne, c'est l'homme qui doit venir vers la femme, c'est l'homme qui doit faire telle chose. Écoute, c'est moi qui demande pardon tous les jours. Pourquoi c'est moi qui demande pardon tous les jours? Non. Bon, je ne sais pas même si nous sommes dans le monde moderne, mais il y a l'amour là-dedans. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, il ne faut pas faire ça à l'autre. Il ne faut pas être là énerver l'autre parce que nous sommes dans le monde moderne. Non, l'amour là d'abord. On s'est dit, ah, lui, il n'aime pas ça. Pourquoi je dois le faire? Et si lui me fait ce que moi, je n'aime pas, est-ce que je serais contente? Est-ce qu'on a le temps? Il faut qu'on ait le temps de se poser de telles questions pour qu'il y ait l'amour, pour que l'amour grandisse et pour que vous avancez. Je crois que c'est ça la réponse. Alors, je voulais demander une question. Je vais revenir tout à l'heure sur le cheminement. Il y a une question qui me trotte, qui est dans ma gorge, que je vais sortir. Il y a des couples qui vivent sans amour, mais qui vivent pendant longtemps. Est-ce que l'amour est vraiment nécessaire pour avoir un foyer? Bien sûr que oui. Quand il n'y a pas l'amour, je ne sais pas comment on va avancer. Dieu nous a dit, je ne sais pas si vous lisez 1 Corinthiens 13, dès le début jusqu'à la fin, Dieu nous parle de l'amour. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour est patient. De quel genre d'amour vous parlez? Parce que nous connaissons des foyers, nos mamans qui sont mariées, soit de force ou pour des raisons. Leurs parents les ont fait marier parce que l'homme était riche, donc la maman n'aimait pas vraiment l'homme, mais on lui a dit, tu te maries, et si tu te maries, ça s'arrête là. Mais moi, je préfère qu'il y ait l'amour. Parce qu'avec l'amour, on saura pardonner facilement. Non, attends, je vais ajouter à cela. Vous savez, il y a des gens qui disent l'amour c'est mousse. Et l'amour peut diminuer. Mais à l'amour, il faut ajouter l'amitié. À l'amour, il faut ajouter l'amitié. On doit être les meilleurs amis du monde. Et vous avez commencé avec l'amitié déjà? Oui, on a commencé déjà avec l'amitié. Quand moi j'ai dit se connaître et connaître l'autre, c'est même les gens du même genre, entre deux hommes, entre deux femmes. Je ne parle pas de cet amour bizarre qui existe maintenant entre des personnes de même sexe. Non, ce n'est pas ça. Je parle des amitiés. Nous avons eu des amis, des vrais amis. Mais ces amitiés-là, entre garçons ou entre filles, ces amitiés-là, c'était quoi? On se supportait. Hein? On se supportait, on blaguait. Et bon. Alors, moi, je ramène cette amitié-là dans le couple. Quand on se connaît et qu'on a, en dehors de l'amour qui vous unit, il y a une forte amitié. L'amitié, c'est important, c'est ça? Ouais, c'est très important. Parce que moi, je ne me vois pas, et depuis qu'on est mariés, moi, je ne me vois pas aller ailleurs sans mon épouse. Dans un restaurant, dans un endroit, n'importe lequel. À notre époque, il y avait la foire. Il y avait la foire où il y avait des endroits où aujourd'hui, je peux même dire, je ne parle même pas de la foire, je parle des matchs de football, regarder un match ensemble, je parle de théâtre, je parle de cinéma. Je ne me vois pas aller sans mon épouse. Même aujourd'hui, ce que je Même aujourd'hui. Oui. Donc, chaque fois que je dois sortir, je dois aller quelque part, même pour me défouler, je ne trouve pas normal que j'y sois sans mon épouse. Alors, on va aller à l'autre question. Vous êtes marié, vous avez combien d'enfants? 10 enfants. 10 enfants. Alors, ce qui se passe en général, quand les enfants naissent, qu'est-ce qui se passe? Chaque enfant qui naît, je veux dire, qui vient, se met au milieu dans le couple. Et puis, s'il y a 2 enfants, ça dit plus un enfant s'ajoute, plus ça met une distance entre le couple. Comment est-ce que vous avez abordé cela et quels conseils vous pouvez donner? Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les couples, l'amour s'émousse parce que quand l'enfant naît, l'amour
surtout du côté des mamans, des femmes, l'amour maintenant qui était donné à l'homme est maintenant mis sur l'enfant qui est au milieu. Et plus vous me faites des enfants, et plus ça vous sépare, parce que l'attention n'est plus sur l'amour qui était entre vous, l'amitié, mais c'est maintenant sur l'enfant ou les enfants qui naissent. Alors, dans ces cas-là, en tout cas, je ne vous coupe pas la parole, mais je ne sais pas donner conseil, parce que moi, ça ne m'a jamais arrivé. ok. Donc, nous sommes là. Comme on était le premier jour, on est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants, on est toujours là. Notre amitié continue. Non, Donc, à moi, ce point-là... il y a un élément important. Ok. Il y a un élément important en Afrique, peut-être pas ici. Hein. Je ne sais pas, ici, il y a sûrement certaines familles qui vivent comme ça, moi je ne sais pas. Mais il y a ce qu'on appelle la symbolique. La symbolique, c'est quoi? C'est un bébé, il doit dormir entre nous, parce que s'il pleure, maman doit... C'est plus facile pour elle De prendre l'enfant. De prendre l'enfant et de téter, de le faire téter. Nous n'avons jamais fait ça. Ce n'est pas pour cela que nos enfants ne nous aiment pas. Moi, je n'ai jamais partagé mon lit avec un enfant, quel qu'il soit. Et même ma chambre, les premiers instants, les premières semaines peut-être, mais généralement non. Elle doit aller, elle ne peut pas être dans ma chambre. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous pensez que ça peut poser problème si un enfant vient dormir dans la chambre? La symbolique, c'est ça. Oui. Déjà, le fait de mettre l'enfant dans la chambre, c'est-à-dire s'il y a une troisième personne en dehors de Jésus-Christ qui doit être la troisième personne, quand vous mettez, si bébé soit-il, il y a une troisième personne. Et qui se met au milieu de vous. Qui se met au milieu de vous. Cette symbolique-là est importante. Donc, ce que je disais est correct. On mettait nos bébés dans leur berceau. Dans leur berceau. Pas dans notre lit. Pas dans notre lit. Voyez-vous? Voilà. Parce que beaucoup de gens le font et ils ne savent pas que l'enfant qui se met au milieu de vous est en train de créer une séparation entre vous. Sans que vous le sachiez. Sans que vous le Et sachiez. plus d'enfants vous avez, plus vous vous éloignez. Et si vous avez fait 10 enfants, écoutez, hein, vous avez... Comment on dort quand on vient de se marier? Comment on dort? Mais on doit attacher l'un à l'autre. Voilà. Et quand vous avez un bébé, mais vous mettez l'enfant. Vous allez encore dormir attaché l'un à l'autre. Mais c'est exactement ça. C'est là le vrai. Nous, on mettait nos bébés, en tout cas, dans leur berceau. En dehors de notre lit conjugal. Absolument. Ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose, quand les enfants grandissent, les enfants doivent grandir dans le fait que ces deux-là s'aiment. Ils doivent voir ça. Ils doivent voir ça. Et que je ne peux pas me mettre au travers d'eux. Donc, je ne peux pas aller dire du mal de papa à maman. Je ne peux pas aller dire du mal de maman à papa. Parce que tout de suite, je sais quelle sera la réaction de papa, quelle sera la réaction de maman. Ça, c'est important. Mais il y a aussi autre chose que je peux dire. C'est quand vous n'êtes pas d'accord, vous deux, pour une punition, par exemple, à donner à un enfant, ou une façon de parler à un enfant, quand vous n'êtes pas d'accord, on ne le dit pas en face de l'enfant. Et là, j'en venais à cela. L'enfant ne doit pas savoir. Vous êtes des êtres humains. Ouais. Et il vous arrive de faire des histoires. Ouais. Même si vous ne parlez pas beaucoup, mais de vous chamailler. Quelle est la régularité, la fréquence, je veux dire, à votre niveau, et comment vous réglez cela dans la maison, sachant que les enfants sont là? On n'a jamais eu n'importe quelle discussion devant les enfants. Dieu est témoin. Jamais. À nos 35 ans, jamais. On a toujours nos problèmes à la chambre. Et ça se termine là-bas. Il y a même nos enfants s'est demandé, est-ce que c'était là, c'est chamaille, c'est discute aussi. Non, jamais. Il y a des faits, hein. Il y a des faits que l'on accomplit. Il y a des choses que l'on accomplit sans trop se rendre compte que papa boude la cuisine de la maman, ne mange pas. Les enfants voient. Ils regardent. Voilà. Alors, ça se fait pas. Les enfants ne doivent pas voir ça. Alors, on continue. Et au niveau des parents,
vous avez des parents, certainement, qui viennent s'infiltrer dans vos relations, certainement, soit par leurs demandes ou alors même par leurs opinions. Comment est-ce que vous réglez ce côté-là? Bon, Quel est l'impact de vos parents dans votre relation? moi je vais dire quand même, laisse-moi parler un peu parce que généralement c'est les hommes qui gèrent ce genre de choses d'une manière ou d'une autre. D'abord, quand j'ai parlé du respect au départ, quand on aime sa femme, quand on aime son mari, il y a le respect. Et ce respect-là doit aller jusque vers les parents. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, on doit les respecter. La belle famille. Donc, maintenant, quand une belle famille vient vers vous, cette belle famille doit savoir que ces deux-là s'aiment, qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. Moi, je sais que ma femme sait que elle a pu transmettre à sa famille qu'il ne faut pas venir me parler du mal de mon mari. Ça ne sert à rien. Parce que ça va m'énerver. Vous avez établi ça déjà? C'était déjà établi. Dans ma famille, c'était la même chose. Mon père, qui était un homme assez coriace, ou ma famille, personne ne pouvait venir me dire du mal de ma femme. Parce que dès le départ, on avait établi les règles telles que les deux belles familles, nos deux familles savaient que ça ne servirait absolument à rien d'aller leur parler à l'un contre l'autre, ou d'aller leur demander des conseils. Enfin, d'aller leur prodiguer des conseils pour ce qui concerne telle ou telle histoire. Nous n'aimions pas ça. On avait établi ça dès le départ. Comme quoi, ne venez pas nous parler de ça. Nous avons des gens autrement plus avertis. Si nous devrions avoir des problèmes qui nous poussent à demander conseil, nous avons nos pasteurs, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs. Même si on vous respecte, chers parents, ne venez pas. Parce que généralement, les parents viennent avec des a priori. Et des jugements. Et des jugements, voilà. Des préjugements. Et ça, dès le départ, on avait établi ces règles-là comme quoi ne venez pas nous parler de tout ce que... Ils savent ça déjà. Et ils le savent. Alors, il y a tellement... Je vais ajouter quelque chose. Vous avez parlé au début de la force de Dieu. Oui. Cette force-là vient déjà... Quand Dieu a vu l'homme, il a dit, dans Genèse 2, 18, je crois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Et quand Dieu a créé Ève, donc, il a créé déjà une force là-bas. C'est ça. Il a déjà créé une force. Et cette force-là, nous en avons. Absolument. S'ajoute à la force qu'il a créée. Votre force appuie sur quoi? Ça, c'est la prochaine question qu'on va poser. Parce que beaucoup de gens sont dans un couple, mais s'abreuvent à différentes sources. Ils peuvent certainement même aller à l'église, ensemble, ou bien s'ils sont musulmans ou quoi, mais ils écoutent, ils s'abreuvent. Ça, c'est les amis qui parlent ici, soit c'est d'autres personnes. Il y a des influences extérieures et externes qui viennent. Je ne parle pas des parents, je parle parce que en tant qu'individu, on a des amis, et vous aviez des amis avant de vous rencontrer. Je vais répondre à cette question très clairement. Dans le mariage, il doit y avoir 3 types de communion. Okay. La communion de l'âme, la communion spirituelle et la communion physique. Et quand vous avez la communion physique, ce n'est pas seulement ce à quoi on croit, mais c'est faire des choses ensemble. Notamment, même ouvrir un compte bancaire. Je vois très mal, en tout cas je vois très mal, un monsieur qui va ouvrir un compte que sa femme ne connaît pas. Donc, même donc c'est ça la communion physique, faire les choses ensemble. La communion de l'âme, c'est avoir les mêmes aspirations futures. J'ai parlé de se connaître, j'ai parlé de connaître l'autre, voilà. J'ai parlé du but du mariage, faire fructifier l'amour qu'il y a en vous et fonder une famille. Quand on aspire à ce genre de choses,
vous devez avoir des aspirations communes. La communion, maintenant je parle de la communion spirituelle. La communion spirituelle, elle est importante. Il est important que vous puissiez avoir la même source spirituelle. Il est important que, en dehors du fait d'aller à l'église ensemble, que vous puissiez aussi suivre des enseignements ensemble, aller dans des séminaires ensemble. Et ça pullule dans les réseaux sociaux. Écoutez les enseignements ensemble. Ça vous fait grandir ensemble et ça crée en vous une communion spirituelle. Depuis que vous parlez, je ne fais qu'entendre un mot, ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble. Mais ce n'est pas souvent qu'on le peut, à cause de certains programmes qu'on a, le programme de travail. Alors, à votre niveau, comment vous jonglez cela, étant donné que, au Congo, peut-être c'était différent? Oui, oui, c'est différent. Au Congo, on avait toujours le temps, par exemple, lui partait au travail et moi je restais à la maison. Mais quand il venait, même si il a... Alors, avant que vous le rencontriez, vous travailliez. Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Non, après, c'est moi-même, quand on a commencé à avoir des enfants, OK. je me suis dit non. Absolument, absolument. C'est vraiment une charge. Voilà. Je dois me consacrer à la famille, aller au travail. Et la famille, en tout cas, ça me pesait. Hein. C'était pas lui. Il n'avait pas interdit que je travaille. Il était d'accord que je continue à travailler, mais moi-même, j'avais démissionné. Absolument. Alors, venons au nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout à l'heure, il a abordé cela. Oui. Mais je pense qu'il faut qu'on y aille, surtout dans le monde moderne, pour les jeunes que vous êtes en train de conseiller. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas parce que, c'est pas seulement en tant qu'argent, mais tout ce que l'argent crée. Par exemple, les frustrations, par exemple, les soucis d'argent, qui font que souvent, monsieur rentre ou madame rentre, fatigué du travail, et puis pour un oui et un non, il répond mal à madame, ou vice-versa. Et pour un oui et un non, on n'a pas assez de sagesse, et ça culmine à quelque chose. Des fois aussi, on ne dit rien, et ça commence à se fomenter, à se construire. Et après, on vit dans un foyer, mais on vit dans un apartheid mental, spirituel et physique. Comment est-ce que vous avez abordé ce côté-là? Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre vie? Et si... Oui, nous sommes des êtres humains. Oui. Ça peut arriver, mais ce sont des cas très rares, en tout cas entre nous deux. Pourquoi? Parce que lui, il me dit déjà, ma femme, j'ai autant, par exemple. Et il partage avec vous le montant d'argent qu'il Oui, a dans son compte? si, quand on était au Congo, c'est moi qui partais retirer l'argent à la banque pour lui. On s'est moqué de lui là-bas. Hey, Yuma, donc c'est nous là. En Afrique, ça c'est... Donc, vous saviez exactement combien d'argent il avait? Oui. Vous connaissiez toutes ses propriétés? Oui. C'est rare en Afrique. Moi, je peux dire à tous ceux qui nous suivent, c'est moins des problèmes. Ouais. Même si les femmes ont tendance parfois à poser des problèmes qui dépassent les moyens, qui peuvent dépasser les moyens que vous avez. Mais la réponse doit être claire. Tu connais mes sources. Quand tu me poses ce genre de questions, toi-même tu sais que je peux ou ne pas répondre. Mais les gens qui ne montrent pas l'argent, c'est qu'ils utilisent l'argent pour autre chose, n'est-ce pas? Non, pas nécessairement, mais il y a une chose. Nous avons parlé d'une source, la Bible. Oui. Dans Genèse 2, 25, quand Dieu a créé l'homme et la femme, le premier couple ici sur terre, ils étaient tous de nus. Oui. Personne ne cachait quoi à l'autre. Oui. Et ils n'avaient pas honte de cela. Donc on transpose cela dans la vie actuelle. Pourquoi devons-nous cacher des choses à son conjoint ou sa femme? Bon, ben écoutez, peut-être que je ne fais pas assez, donc elle va savoir que je ne fais pas assez, ou alors je vais gâcher l'argent parce que je vais en faire autre chose. Mais encore, quand il y a la communion de l'âme, oui. Quand il y a cette communion-là de l'âme ou la communion... Mais pourquoi est-ce que, et qu'on aime sa femme et qu'on aime son mari, pourquoi est-ce que je cacherais certaines choses que je voudrais faire avec mon argent à mon conjoint? Pourquoi?
Dès lors que je sais qu'il ne va pas me le refuser, puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime, dès lors que je sais qu'il y a le respect, pourquoi est-ce qu'on va cacher cela? Elle peut le faire. Déjà, quand elle pose des problèmes, quand elle pose un problème d'argent à envoyer, maintenant ici en Amérique, à envoyer la famille, pourquoi est-ce que moi, je m'opposerais à ce qu'elle fasse quelque chose pour sa famille? Mais écoutez, si ça devient récurrent, hier elle a envoyé $100, après elle va encore $100, non, $100. Le problème, le problème, et lui, il explique, je vais encore extrapoler. Ok. Oui, dans ma famille, on a demandé, par exemple, $100. Je lui ai dit. 2 semaines après, dans ma famille encore, on demande. Entre-temps, dans sa famille, on ne demande pas. C'est ça? Oui, c'est normal. Nous sommes des êtres humains, mais il n'a qu'à me conseiller. Ah, en tout cas, cette fois-ci, je trouve que non. Il faut leur dire qu'on n'en a pas. On va chercher. Ou bien, alors, donne, au lieu de 100, tu donnes 50. Parce que nous aussi, on a des problèmes. Mais c'est tout, ça ne peut pas créer un problème. Que ce soit chez moi, que ce soit chez lui. Même si on demande chez lui, moi aussi, je dois lui dire, ah, monsieur, s'il te plaît, il demande aussi trop, mais en tout cas, on va gérer. Mais on ne peut pas refuser, nous sommes des Africains. On ne sait pas comment l'autre là qui a demandé, comment il souffre. En tout cas, pour ça, on ne peut pas refuser, mais on ne peut pas non plus cacher. Je ne peux pas dire, ah, en tout cas, ça, j'envoie seulement à ma famille, j'envoie. Non, je dois lui dire, il n'a qu'à me conseiller, et poliment, gentiment, parce qu'il m'aime. Il veut m'aider, et c'est notre argent à nous deux. Alors, comme vous le savez, la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, quand les gens dans le couple ne gèrent pas l'argent ensemble, que chacun a son compte et que chacun gère son argent comme il veut, et vous allez voir, dans certaines remarques que j'ai faites, des hommes de Dieu qui enseignent l'unité donc conjugale, j'en connais qui n'ont pas de compte ensemble. Chacun a son compte, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Qu'est-ce que vous pouvez dire cela? Et quel est le danger de le faire, à votre avis? Bon, en tout cas, comme nous, on n'a pas ces problèmes-là, moi je dois seulement dire que c'est un danger. Parce qu'il arrivera un moment où, par exemple, le monsieur n'arrive plus à avancer. Mais comme il cachait, il ne saura pas dire ça à sa femme. De la même manière aussi, la femme aussi faisait. Ah, j'ai donné, ou bien alors elle achetait des histoires sans que le monsieur sache. Ou elle prenait des dettes. Un jour, ça va barder. Comme elle cachait, comment elle aura le courage d'aborder ces problèmes-là à l'autre que, ah, en tout cas, moi, ça ne va pas, ma famille m'a épuisé, ou bien j'ai pris des dettes, j'ai entassé. Comment? Or, dès le début, si on les dit, on se partage, même si on a des comptes différents, hein, des différents comptes à chacun, mais on se parle. Ah, tu sais, moi j'avais fait ceci, hein. Ah, moi aussi j'avais fait un, ok, bon. Ah, ça va, si tu trouves que ça nous pèse pas, nous deux, il n'y a pas de problème. Mais si ça commence à peser, là, ça devient sérieux. Absolument. Moi, j'allais aborder ça. Tout ce qu'elle dit est valable, tout à fait valable. Mais il y a un élément important dans un couple, la confiance. La confiance. Pourquoi cacherais-je mes revenus à ma femme? Pourquoi est-ce que j'aurais un compte que ma femme ne connaît pas? C'est un manque de confiance. Et quand on n'a pas confiance en son conjoint, c'est le début du problème. C'est cela le vrai problème. Donc, en fait, en réalité, quand on a confiance l'un en l'autre, il n'y a pas de raison pour se cacher des choses. Même si on est en face d'une famille, on est en face d'une famille qui en demande trop. Dès lors que l'on sait que mon mari estime que c'est trop, il y a moyen que la femme puisse gérer cela. Et vice-versa. Absolument. Dès lors que ma femme, moi je sais que ma femme sent que ma famille demande trop, il y a moyen
que je puisse gérer cela. Le vrai problème, c'est que quand on est en face de ce genre de choses, savoir, comme je l'ai dit précédemment, savoir protéger l'un et l'autre. Moi, je ne dirais jamais à ma famille si cela devait arriver. Bon, ça ne va pas arriver. Ça n'est jamais arrivé, ça ne va pas arriver. Je ne dirais jamais à ma femme, ah vous demandez trop, d'ailleurs ma femme n'est pas d'accord avec ça. Je ne le dirai pas. Tout en sachant que ma femme ne sera pas contente. Pour ne pas créer une désharmonie dans mon couple, je peux gérer ce genre de choses en disant, bon, pour le moment, dans ma famille, nous avons aussi des projets qui requièrent le fait que nous puissions ne pas vous envoyer de l'argent maintenant. C'est tout. Alors, je sais qu'il y a tellement de questions à se poser, mais je crois qu'on aura une occasion de revenir encore dans cette émission. Mais je voulais vous poser la dernière question. Vous avez des enfants. Et comment ça se passe, l'éducation des enfants? Il y a le père, il y a la mère, et vous avez déjà abordé ça un petit peu, mais qui est vraiment, qui a la charge vraiment des enfants? Comment ça se passe dans votre foyer? Parce que je ne veux pas dire que c'est une personne qui a la charge, mais dans toute famille, il y a quand même une autorité. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos sociétés, ben écoutez, on ne sait pas qui porte vraiment la culotte aujourd'hui. Non, pour nous, l'autorité, il est le chef de la famille. Et les enfants le savent. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les enfants le sachent? Mais quand il y a moins de problèmes, d'ailleurs, chez nous, comment on dit ça en français? Chez nous, mes enfants me disent, celle-là, elle est songi. C'est-à-dire, moins de problèmes. Elle dirait ça à son mari. Okay. Donc, les enfants doivent savoir. Je dis, ah, vous m'avez dit ça. Ah, ok. En tout cas, je ne saurais pas régler ça. Hein. Je dois dire ça à votre papa. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, les enfants ne doivent pas vous opposer, vous. Il y a des choses que je laisse à mon épouse. Je prends un exemple, la rentrée scolaire. Quand il y a la rentrée scolaire, quand nous étions au pays, la rentrée scolaire. Mais ce n'est pas à moi d'aller faire des achats. C'est elle. Elle choisit avec les enfants. Elle choisit avec ses enfants. Elle fait ce qu'elle veut. Elle achète ce qu'elle veut avec ses enfants. Et je ne vais pas m'opposer, même si je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir un moment où on a acheté des souliers trop chers. Je ne suis pas d'accord, étant donné des projets qu'on a ensemble. Mais je ne lui dirai pas en face des enfants. Donc, il est important que nos désaccords soient réglés dans la famille, dans la chambre. Mais la charge quotidienne, parce que généralement, les hommes ne sont pas là. Généralement, hein, je parle en Afrique surtout, hein, les hommes sont souvent partis au travail, les mamans restent à la maison. Mais les choses, il y a des limites. Il y a des choses qui la dépassent. Elle sent que ça risque de créer des problèmes entre moi et ma fille ou mon fils. Je m'en réfère à son papa. Absolument. Et les enfants doivent savoir que maman va parler de ça à papa. On n'a pas de secret entre moi, fils, avec ma maman. Il n'y a rien que papa ne sache. Il doit tout savoir. Alors, nous allons poser la dernière question de cette émission. Vous êtes des hommes, vous êtes, comme j'ai dit tantôt, et vous avez souvent des désaccords. Si. Si vous deviez donner un conseil à votre mari pour qu'il soit l'homme 100% à 100% parfait, qu'est-ce que ce serait? S'il vous plaît, il y a moyen de recommencer la question. Voilà. Si vous deviez donner un conseil, si vous deviez refaire votre mari, quelle partie de lui est-ce que vous allez toucher encore? Pour qu'il soit l'homme à 100%, personne ne peut être 100% parfait, mais qu'il soit 100% parfait. Quelle partie vous allez retoucher? La question, vous l'avez posée à elle. À elle, mais je vais vous revenir. Non, je vais répondre à ça, parce que ça concerne tous les couples. C'est une question qui concerne le couple. Oui. Donc, moi, la question, c'est pour elle. Non, d'accord, je vais en arriver. OK. Il y a d'abord une chose que les gens doivent savoir dans le couple. Nos différences nous enrichissent. Absolument. Et que, à cela, cette différence qu'il a,
il ne faut pas chercher automatiquement à changer l'autre. On peut commencer par accepter l'autre tel qu'il est et l'amener tout doucement à changer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en psychologie, il y a aussi, ça me vient à l'esprit maintenant, des gens qui sont sanguins. Hein. Absolument, c'est le caractère. Il y a des gens qui ont leur caractère. Voilà. Donc, changer quelqu'un, c'est parfois difficile, mais accepter quelqu'un tel qu'il est, pourvu qu'on avance. Absolument. Là, c'est important. Absolument. Alors maintenant, elle peut répondre. Mais j'ai répondu, en termes de couple. Absolument. Parce que généralement, le problème qui se pose entre couples, c'est d'abord manque de dialogue. Manque de dialogue. Manque de pardon. Manque de respect. Manque de respect. Ah. Et disons, le fait de vouloir changer l'homme automatiquement. Absolument. Je prends un exemple bête. Et cela nous arrive à nous les hommes. À nous les hommes. Dans le quotidien, dans la vie courante, on peut enlever ses chaussures et ses chaussettes et les abandonner là. Oui. Mais la femme, ce n'est pas pour cela qu'elle va commencer à crier sur vous. Non, chérie, ne fais plus ça. C'est plus facile de dire, ah, ne fais plus ça, parce que bon, les enfants te copient. Ça interpelle. Plutôt que, tu vois comment votre papa est sale. Il a mis c'est important. De parler. Et même dans la chambre. Dans la chambre. Il y a beaucoup d'hommes, moi je ne le suis pas, mais il y a beaucoup d'hommes, moi je sais, il enlève ses sous-vêtements, il les dépose n'importe où. Et la maman de la chambre qui crie ou qui ouvre les couloirs, dit « Viens ramasser ton bazar que tu... » Non. Il y a une façon, dans le respect, quand on a parlé de le respect, il y a une façon de parler à l'homme. « Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a quoi? Non, viens, s'il te plaît. » Tu rentres et dis « Ah, toi aussi, comment tu peux déposer ça ici? » Et les gens qui sont sanguins ne parlent pas de cette façon, n'est-ce pas? Non, mais maintenant, le problème c'est celui-là. Quand on est sanguin, on doit absolument faire en sorte que... C'est vrai, c'est mon caractère. On est en train de le changer là. Non, on ne le change pas. Mais si cela devrait arriver, parce qu'à contrario, ça peut arriver. Mais toi aussi, tu... Oh chérie, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour cela que tu cries. J'arrive. C'est différent de dire, oh mais c'est quoi ça cette histoire? Après tout, tu commences à prendre le dessus sur moi. C'est moi l'homme après tout. C'est différent quoi. Donc là, on peut changer l'homme, un sanguin, on peut le changer en abordant l'approche d'un langage apaisé. Voilà, la douceur. La douceur. Ah, c'est et ce ça que j'allais change. dire. Okay. Donc, moi, souvent, j'applique la douceur. Souvent. Et il le sait. J'applique la douceur. Je cherche un moment où il est un peu calme. J'applique la douceur pour poser les problèmes, pour arranger ou bien pour faire une demande. Dans un couple, il paraît qu'il faut qu'un d'entre vous soit bête. Bête veut dire celui qui va toujours aller demander pardon, il y a lui qui va toujours accepter. Parce que s'il y a deux personnes qui ont un caractère du même genre, ça ne va pas aller. Ça va pas Et je pense marcher. que c'est un peu ce que vous faites là. Et dans beaucoup de couples, c'est comme ça. Je crois qu'il y a un qui va toujours se rabaisser, accepter, Oui. même si ça s'appelle humiliation, Voilà. mais de dire, moi je suis une personne, je veux... Pas que l'autre n'aime pas la paix. Il y a des gens qui peuvent avoir des choses dans le cœur, mais ça ne leur dit rien de demander, de venir régler ça. Les gens qui sont sanguins, il faut que ce soit réglé immédiatement, sinon ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir avec. Les gens qui ne sont pas sanguins, ils peuvent dormir avec ça. Ça peut rester. Ce n'est pas qu'ils ont des rancunes, mais ça reste, ça ne leur dit rien. Donc, c'est un peu ce côté-là qu'il faut regarder. Alors, la question, je vais la ramener. Vous n'avez pas répondu à la question. elle peut répondre. Donc, J'ai si vous... voulu répondre voilà. pour le couple. Voilà. Donc, Les couples. Donc, elle peut répondre. Elle peut répondre. Voilà. Comme je disais, l'homme, personne n'est parfait. Des fois, il y a un côté de notre époux, notre épouse, qui nous cause un petit peu de difficultés. Oui. Et on aurait aimé, si on devait prier le Seigneur pour dire,
façonne-le, qu'il change un peu ce côté-là. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Bon, en tout cas, on est des humains, on a toujours des problèmes là où il y a des humains, des êtres humains, mais pour moi, la première des choses, c'est de chercher à arranger. Chercher à arranger. Communiquer. Oui, de communiquer, de dialoguer, de voir plus loin, quoi. Parce que surtout nous les femmes, on voit que ce qui se passe aujourd'hui, on ne voit pas loin. Mais si ça arrive, en tout cas, il est là, il connaît, il peut dire, on met Dieu en témoin. Je cherche toujours la douceur, je cherche toujours à arranger. Et c'est le conseil que je donnerai aux hommes comme aux femmes. Les problèmes ne manquent jamais, mais il faut chercher à arranger. Il faut la douceur. Alors, la même question pour vous, monsieur. Votre femme, elle a toutes les qualités, mais elle n'est pas... Non, elle n'est parfaite. Elle n'est pas parfaite. Alors, si vous deviez demander au bon Dieu de dire, ce côté-là, si Dieu pouvait vraiment changer ça, il serait l'homme le plus heureux du monde. Vous êtes déjà l'homme le plus heureux du monde, mais qu'est-ce que ce serait? Écoutez, coach Greb, je vais vous dire qu'il y a ce qu'on appelle l'acceptation. On accepte l'autre tel qu'il est. C'est déjà bon. On ne va pas commencer, non, ça doit changer. Non, commencer par accepter. C'est déjà moins douloureux quand on accepte l'autre tel qu'il est. Mais, comme je l'ai dit, il y a moyen d'amener quelqu'un à changer dans la douceur. Il y a moyen d'amener quelqu'un à changer dans la prière. Quand j'ai parlé de la communion spirituelle, c'est important. Quand on suit des émissions concernant les couples, des émissions qui concernent, ou même on vous enseigne sur la chrétienté, n'importe quoi, la foi, la spiritualité, la foi. C'est une occasion pour se dire des choses. Tu as entendu ça? Il y a moyen d'arrêter même. Attends, je recommence. Tu as entendu ce qu'il a dit? Voilà ce que tu aurais dû faire et que tu ne fais pas. Parce que l'éducation, elle est permanente. Mais cela se fait toujours de manière douce et dans le respect et dans l'amour. Mais commencer par accepter l'autre tel qu'il est. Voilà pourquoi quand je disais par exemple le cas de la femme ou de l'homme qui crie à partir du couloir, viens, tu as mis un bazar ici dans la chambre. Je dis, oh mais c'est pour cela que tu cries. Attends, j'arrive, ne crie pas, j'arrive. Ça diminue. Quel que soit son niveau de sanguinité, ça diminue. Et puis tu rentres dans le champ et tu dis, oh mais il ne faut pas crier comme ça. Ça ne sert à rien de crier comme ça. Wow. Donc, la prochaine fois, même si elle doit le faire, il le fera autrement. Même s'il doit le faire, il le fera autrement. C'est-à-dire que, commencer par accepter, elle est sanguine, ou il est sanguin. J'accepte tel qu'il est. À partir de ce moment-là, ce n'est pas parce qu'il est sanguin qu'il doit commencer à me mener sur le bout du nez et tout ça. Non. L'accepter tel qu'il est. C'est très important. En tout cas, ce soir, on a été régalés. On a été vraiment régalés. Je suis sûr que ceux qui ont suivi cette émission ont vraiment reçu beaucoup pour leurs oreilles. J'espère que vous avez pris bonne note parce que ce couple, Tiens Zogani, va encore revenir sur ce plateau. Il y a des questions que je ne pouvais pas poser à cause du temps qui aussi nous pressait. Mais je pense que ce soir, vous avez quand même entendu beaucoup de choses. Les thèmes récurrents sont l'unité, à faire les choses ensemble. Mais 5 éléments principaux que nous devons retenir quand on entre dans une relation, dans un mariage. Il faut d'abord se connaître. Il faut connaître ses forces, ses faiblesses. Il faut connaître les forces et les faiblesses de l'autre. Il faut que l'autre aussi vous connaisse et aussi que vous connaissiez l'autre. Et enfin, que vous ayez un objectif commun, de sorte que vous sachiez où vous allez. Et aussi, il faut prier, il faut prier, comme ils l'ont dit, il faut prier ensemble, il faut croire à la même chose ensemble. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire et il faut pratiquer beaucoup de communication, beaucoup de respect, beaucoup de douceur et surtout,
il faut cultiver l'amour. Ainsi vient la bénédiction. Ainsi vient la bénédiction. Il faut l'amour. Le mariage, c'est fait pour l'amour. Si on ne s'aime pas, on peut le cultiver. Il y a des gens qui entrent dans le mariage pour une raison qui n'était pas basée sur l'amour. Mais il y a deux genres d'amour. Et quand nous allons venir sur ce plateau encore, nous allons en parler. Il y a l'amour sacrificiel qui fait qu'on s'accepte quoi que ce soit tout. Comme M. Kenzogane l'a si bien dit, il faut s'accepter mutuellement, pas chercher à façonner l'autre, à le changer. Dieu l'a déjà fait, on vous l'a envoyé, il faut l'accepter tel. Alors, chers amis, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez ajouter pour nos téléspectateurs? En tout cas, moi, je dirais que le mariage est bon. Hein. Le mariage est bon. Est très bon. Moi, je plains les gens qui disent le mariage, c'est quelque chose, quand on est dedans, on cherche à sortir. Quand on est dehors, on cherche à rentrer dedans. Non. Le mariage, quand on est dedans, on doit rester dedans. Alors, les amis, vous qui n'êtes pas dans le mariage, M. Kenzogane dit entrez. Entrez. C'est bon à l'intérieur. Et restez là, restez-y. C'est bon, c'est très bon. Le mariage, vous, c'est très madame, bon. Je dirais que le mariage est bon, comme mon mari vient de le dire, mais qu'on s'accepte d'abord, l'un ou l'une accepte la façon de vivre. Vous devez changer la façon de vivre chaque jour, parce que l'amour, ça ne se crée pas le jour où l'autre a dit « je t'aime », ou le jour où vous êtes allé à l'église pour la bénédiction. Non, l'amour grandit chaque jour. Absolument. C'est ce que moi je vais dire. Si dans votre pensée, vous avez cette idée-là que Dieu nous a mis ensemble pour que l'amour grandisse chaque jour, il y a des failles, mais il y a moyen de réparer. Les failles ne manquent pas parce qu'il n'y a pas de parfait sur cette terre. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes faillibles. Absolument. Mais je conseillerais, comme mon mari vient de dire, que de rester, que de trouver des solutions et de bonnes solutions. Absolument. Absolument, c'est agréable à entendre. Comme vous le savez, chers amis, l'amour, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. L'amour pardonne, l'amour accepte tout, l'amour est patient. L'amour, c'est le centre de toutes choses. Voilà. Et sans amour, on ne peut rien bâtir. Ce soir, notre thème était couple. On parlait le pouvoir de deux. Donc, les habitudes des couples prospères. Prospérité veut dire les couples qui sont heureux, ce n'est pas forcément l'argent, mais les couples qui se sentent heureux ensemble. Et je pense que ce soir, le mot qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bâtir son foyer sur l'amour. C'est ça. Amen. Chers amis, sur l'amour et sur l'amitié. Sur l'amitié et sur l'amour. Chers amis, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que nous allons vous retrouver très bientôt dans une autre émission. Pour l'heure, je vous dis merci à tous d'être venus nous écouter et nous regarder sur ce plateau. Et je dis merci à ce charmant couple qui est si jeune. Et donc, en tout cas, on espère vous retrouver très bientôt sur ce plateau. Merci. Donc, à très très bientôt, chers amis. Merci. Bye bye. C'était Coach Graham Live sur Finan TV.